Bonjour à tous. Donc j'ai la lourde tâche ce matin de vous présenter les premiers éléments de constat et de diagnostic qui sont issus de l'AMI. Et en début d'après-midi, Philippe Barland vous présentera, lui, les premiers éléments de plan d'action issus de l'AMI. Donc, on va avoir plusieurs parties dans la présentation de ce matin. On va revenir sur le planning de l'AMI et les territoires qui ont été sélectionnés pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Ensuite, on verra qu'il y a eu des situations qui ont été très différentes d'un territoire à l'autre. Mais on retrouve aussi quelques invariants et plusieurs invariants, des points qu'on retrouve vraiment dans tous les territoires. Et enfin, on essaiera de classer les territoires par typologie pour voir dans quelle situation ces territoires se trouvent. Parce que oui, on a des situations très différentes, mais on va aussi se rendre compte qu'on a vraiment plusieurs territoires qui sont globalement dans la même position. Très rapidement, pour revenir sur le planning de l'AMI, donc tout s'est déroulé sur l'année 2022. Le 18 janvier 2022, il y a eu une diffusion, donc la diffusion de l'AMI, et la réception des dossiers a été effectuée le 15 mars 2022. Donc beaucoup de dossiers ont été reçus donc 11 dossiers ont été sélectionnés. Je vous présenterai juste après les 11 territoires qui ont été sélectionnés pour cette AMI. Au mois d'avril ont eu lieu des réunions de cadrage méthodologique pour expliquer, pour présenter des grands éléments, des grands axes de cadrage pour la réalisation de cette AMI par les territoires. Ensuite, en gros, du 1er mai, début mai au 15 septembre ont eu lieu les phases de terrain, donc avec vraiment la phase de diagnostic sur le terrain, puis les phases d'élaboration de plans d'action, avec une remise des rapports le 15 septembre. Donc, depuis le 15 septembre, nous sommes dans une phase de synthèse nationale, donc de synthèse de tous les dossiers, de tous les rapports qui ont été reçus. Et la journée d'aujourd'hui est la première étape de restitution de tous ces travaux qui ont été menés par ces 11 territoires. Donc, si on regarde sur une carte les 11 territoires qui ont été sélectionnés dans l'AMI et qui ont travaillé et rendu de très beaux rapports au mois de septembre. Donc, d'abord, on avait un territoire qui était en Dordogne. Donc, si tu attendez, je regarde si j'ai un pointeur. Ouais. Donc, c'était vraiment une zone dans le centre de la Dordogne, une zone assez particulière en termes de maillage. Ensuite, donc, on a eu un territoire qui était situé sur le sud de Lyon et le nord de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, on a eu dans la région centre une zone sur le nord du Cher. Ensuite, dans la région Aura, un premier territoire qui a été sélectionné est le territoire de l'ouest de la Haute-Loire. Ensuite, on a eu un territoire qui était aussi très original. Beaucoup de territoires sont originaux, mais vous verrez, il y a vraiment des particularités, on le verra en fin de ma présentation. Et clairement, le territoire de l'arrondissement de Thionville est vraiment un territoire très, très particulier et très intéressant, avec une problématique particulière. Ensuite, un deuxième territoire en région Nouvelle-Aquitaine, donc, qui était le sud de la Vienne. Ensuite, on retourne en région Aura avec le bassin d'Aurillac et le sud de l'Ardèche. Des territoires aussi très intéressants. Bon, globalement, ils étaient tous très intéressants. Ensuite, là, pour le coup, quelque chose de très particulier qui était la région Île-de-France, où on remarque vraiment des problématiques très particulières par rapport au reste des problématiques, et des éléments de plan d'action que vous présentera Philippe qui sont aussi très particuliers et très intéressants. Ensuite, on a eu donc en Occitanie le département de l'Aude et le département de la Sarthe. Donc voilà les 11 territoires qui ont été sélectionnés. Donc vous voyez que certains territoires ont été très ciblés, certains territoires ont été plus vastes. Par exemple, dans l'Aude, dans le cadre par exemple de l'Aude ou de la Sarthe, c'était l'ensemble du département qui était concerné, alors que par exemple dans la région donc le bassin d'Aurillac, on avait vraiment une zone très restreinte et très particulière. Donc on va revoir tous ces éléments sur d'autres cartes plus tard. Juste avant de vous présenter les premiers éléments de constat et de diagnostic, on a quelques remarques générales qu'il est important de souligner.
Tout d'abord, on a eu un fort intérêt des territoires dans l'AMI et de l'ensemble des territoires et même au-delà des territoires qui ont été sélectionnés parce que je vous ai dit, on a reçu un grand nombre de dossiers. Donc, on voit vraiment que cette AMI a suscité beaucoup d'intérêt sur les territoires qui se posent des questions sur leur maillage vétérinaire. Dans l'ensemble des territoires, on a aussi eu une très bonne mobilisation de l'ensemble des acteurs. Donc Laurent et Sébastien vous en ont un petit peu parlé déjà. C'est vraiment quelque chose qui a été très important et extrêmement moteur dans l'AMI, avec cette capacité vraiment à mettre autour de la table tous les acteurs concernés dans le maillage vétérinaire. Et l'ensemble des rapports qui ont été rendus ont été riches, très riches, je peux en témoigner, ils ont été très riches. Très long, mais vraiment, vraiment pertinent, avec beaucoup d'éléments et c'est vraiment une base très, très intéressante pour la suite de ces travaux. Donc, comme je vous disais, on a des situations très différentes d'un territoire à l'autre. On peut distinguer au moins 4 axes. Le premier axe, c'est la densité et la nature de l'élevage. Si on regarde, par exemple, dans l'Aude ou dans l'Île-de-France, on est sur des territoires vraiment à faible densité d'élevage, ce qui est très différent, par exemple, de la Haute-Loire ou du nord de la Nièvre. En termes de nature d'élevage, si on regarde dans la Nièvre ou le sud de Lyon, on a plutôt un cheptel allaitant, alors qu'on va avoir plutôt un cheptel laitier en Haute-Loire. Donc on a vraiment des situations très diverses sur ces deux axes-là, à la fois en termes de densité et de nature de l'élevage. Et vous allez voir quelles sont les conclusions en quoi est-ce que ça impacte fortement l'étude sur le maillage. Ensuite, la densité de population humaine. Si on prend le sud de l'Ardèche, c'est plutôt une zone qui est peu densément peuplée. Si on la compare, par exemple, à l'arrondissement de Thionville ou encore plus à l'Île-de-France. Donc, en fait, on se rend compte que ces différences de population, elles ont un impact évident sur l'attractivité de l'activité canine au sein des entreprises vétérinaires sur ces territoires. Et on va on va un petit peu reparler de canine ce matin. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très important, la mixité dans les entreprises vétérinaires pour le maillage. Ensuite, on a un autre axe sur les structures vétérinaires. En fait, on remarque qu'on a une évolution qui est très divergente des structures vétérinaires en fonction des territoires. D'un côté, on va avoir vraiment des petites structures mixtes en grande souffrance, alors que la situation est beaucoup moins compliquée pour des entreprises mixtes de taille plus importante. Ça, c'est notamment lié à une chose dont on va aussi beaucoup reparler aujourd'hui, qui est le rythme de garde pour la continuité de soins. Jusqu'à un rythme de 1 garde sur 4, c'est à la fois humainement très compliqué à assumer et avec un rythme de 1 garde sur 4, aujourd'hui c'est très compliqué de recruter un jeune vétérinaire. À partir d'un rythme de 1 garde sur 5, là pour le coup c'est déjà beaucoup plus simple. On a une meilleure acceptabilité, on a un meilleur équilibre, on va dire, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc ça facilite beaucoup les choses. C'est pour ça que quand on se base sur des structures qui vont être beaucoup plus on va dire, éclatées, des plus petites structures, là on a une difficulté qui est vraiment très importante. Par exemple, si on regarde dans la Sarthe, on va avoir des structures vétérinaires qui sont plutôt de taille relativement importante, alors qu'en Dordogne ou dans le sud de l'Ardèche, on a la profession vétérinaire est quand même plus fragmentée. Et enfin, un dernier axe qui sont les handicaps naturels ou d'infrastructure. Donc, on regarde, par exemple, il est relativement aisé de se déplacer dans la Sarthe, et on va voir que c'est un point aussi très très important, on reviendra dessus pendant le plan d'action, alors que se déplacer dans l'Aude, c'est déjà un peu plus complexe. Sauf que le métier de vétérinaire rural, c'est un métier qui s'exerce en ferme, donc il faut aller chez l'éleveur. Et quand on a des problèmes, tous ces problèmes de handicap naturel ou d'infrastructure peuvent poser problème pour les déplacements du vétérinaire, ils peuvent donc alourdir les déplacements. Et là, forcément, ça va poser beaucoup plus de questions. Donc vous voyez, on a des situations qui sont très différentes selon ces 4 axes, mais on va aussi voir qu'on a quelques invariants entre tous les territoires.
première chose, c'est pas du tout écrit là, mais ce sont les élevages de bovins qui dominent dans la quasi-totalité des territoires qui ont été étudiés. Et donc, si on regarde ces élevages de bovins, en fait, on observe une baisse relativement relativement limitée du nombre de bovins, mais une baisse plus importante du nombre d'exploitations. Si on regarde de plus près, on se rend compte qu'en réalité, on a toujours des petites exploitations, mais on va avoir tendance à avoir de moins en moins d'exploitations de taille moyenne. Donc on a une concentration forte, donc de plus en plus de grosses exploitations, mais toujours des petites exploitations sur l'ensemble des territoires. Et c'est aussi ce point-là, cette différence entre ces tailles d'exploitation qui va aussi poser quelques problèmes en termes de maillage. On remarque aussi que la concentration, elle est plus nette en élevage laitier qu'en élevage allaitant. Et donc là, je vais vous prendre un exemple, l'exemple de l'ouest de la Haute-Loire, où c'était très intéressant dans leur rapport. Donc un gros tableau, on va essayer de se concentrer juste sur quelques cases. Donc en fait, l'ouest de la Haute-Loire, ça illustre parfaitement tous les phénomènes que je viens de vous décrire. D'abord, si on regarde donc l'évolution entre 2010 et 2020, on a eu en fait en UGB, on a eu moins de 13% d'UGB alors qu'on a eu moins 21% du nombre d'exploitations. Donc là, on remarque clairement cette concentration. Historiquement, Haute-Loire, territoire vraiment très laitier. Si on regarde les bovins laits, par ici, on remarque qu'on a eu donc une baisse de 23% des UGB et de 40% du nombre d'exploitations. Donc là, on voit vraiment la concentration très forte de l'élevage laitier en Haute-Loire. Et si on regarde ensuite en allaitant, on a eu donc une évolution de 8% des UGB et une baisse de 2% du nombre d'exploitations. Donc on était sur un département historiquement à forte prédominance laitière. Aujourd'hui, la Haute-Loire est toujours un département à prédominance laitière, mais on voit en tout cas que la différence entre l'élevage laitier et l'élevage allaitant tend à se tasser. Ensuite, dans l'ensemble des territoires, on note qu'il y a plusieurs difficultés qui sont liées à la ruralité. Donc la première chose, c'est que lorsqu'un vétérinaire vient s'installer en territoire rural pour faire de la médecine vétérinaire, en règle générale et régulièrement, les vétérinaires sont en couple avec des gens qui ont plutôt fait des études supérieures, donc qui vont chercher un emploi qualifié, un emploi de type cadre. Et on peut vraiment avoir de grandes difficultés dans les territoires ruraux à trouver des emplois pour les conjoints des vétérinaires. Les conjoints des vétérinaires peuvent avoir du mal à trouver des emplois. Donc ça peut poser des freins à l'installation du vétérinaire en milieu rural, pas pour lui directement, parce que lui, il a trouvé son emploi, mais pour trouver l'emploi de son conjoint. Ensuite, dans la quasi-totalité des territoires, on a un gros souci d'accès au logement. Et là, on voit qu'on a quand même des différences en fonction des territoires. Globalement, quel est le gros problème en zone rurale ? Donc, on l'a dit juste là, on a donc des jeunes cadres qui viennent s'installer, donc qui s'installent en zone rurale, qui souhaitent donc avoir accès à un logement, d'un certain standing. Ils arrivent, donc ils veulent faire de la location, ils veulent arriver en location, et là, ils se heurtent à une grosse difficulté qui est donc le marché du logement en territoire rural, qui est vraiment fragmenté entre à la fois de l'habitat permanent, typiquement la propriété de maison, ou alors l'offre locative, elle, en gros, elle est très axée, souvent très axée sur la location de tourisme, donc typiquement du Gîte de France, du Airbnb, avec des maisons de niveau totalement correct et qui pourraient convenir aux jeunes vétérinaires. Et donc on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec des logements qui sont plutôt vétustes, soit des petits appartements dans des centres-villes ou dans des centres-bourgs, alors que l'idée c'était plutôt pour les jeunes vétos qui arrivaient de vivre à la campagne, donc plutôt avec une maison, avec un jardin. Ou alors des maisons qui sont vraiment dans des états non convenables. Donc là, on a vraiment un gros sujet dans le territoire du bassin d'Aurillac. C'est vraiment un élément clé du diagnostic dans beaucoup de territoires, mais ça ressort beaucoup dans le territoire du bassin d'Aurillac. En revanche, si on regarde sur le territoire de l'arrondissement de Thionville,
donc sur le territoire de Thionville, là, on a une différence, c'est que oui, on a des difficultés d'accès au logement, mais en fait, c'est pas forcément lié à cette dichotomie entre la propriété de maison ou la location de tourisme, mais on a plutôt un sujet sur le prix de l'immobilier dans cette zone frontalière du Luxembourg, donc avec des prix de l'immobilier qui sont très élevés. Et enfin, l'attractivité des territoires ruraux, elle est contrainte par différents points qui sont l'offre commerciale, l'offre de services, l'offre éducative, l'offre sportive, etc. Et donc c'est beaucoup souligné dans le rapport de la Haute-Loire où ils expliquent très clairement que parfois en fonction des zones on peut être très éloigné de toutes ces commodités et ça c'est un problème. C'est un problème pour qui? Pour des familles avec des jeunes enfants ou pour des jeunes qui souhaitent avoir une vie culturelle et sociale importante. En revanche, dans une minorité des territoires, ce point-là est moins important et on voit même quelque chose de très intéressant au sein du bassin d'Aurillac parce qu'en fait ce point-là au sein du bassin d'Aurillac c'est vraiment souligné comme un atout. Donc ils expliquent clairement, nous les commodités chez nous elles sont tout ce qui est tous les éléments culturels, les éléments éducatifs, etc. C'est des choses qui se trouvent vraiment à proximité du territoire, au sein du territoire et donc nous on sait que c'est un atout et on a envie de se baser sur cet atout-là pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc on voit que c'est un sujet partout, on voit qu'à certains endroits c'est vraiment problématique et à d'autres endroits on voit qu'on peut déjà commencer à saisir ces points positifs pour vraiment pouvoir rebondir dessus. Ensuite un point qui est très très important et on reviendra dessus en conclusion, mais l'attractivité des entreprises vétérinaires est un point extrêmement important dans le recrutement pour les vétérinaires. On parle beaucoup du territoire et ce sont des points qui sont très importants, qui sont beaucoup ressortis dans l'ensemble des rapports, mais l'attractivité des entreprises vétérinaires est vraiment un point très très fort. Donc, première chose, la taille des activités de production animale au sein de l'entreprise, la technicité et le rythme de garde sont des points qui sont très importants. Juste après, je vais vous montrer un cycle vicieux de marginalisation de cette activité. Aujourd'hui, les jeunes vétérinaires qui sortent d'écoles vétérinaires et qui veulent faire de la rurale sont globalement plutôt bien formés. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie de faire de la vraie rurale et de faire beaucoup de rural. Et donc la difficulté, typiquement, c'est sur la taille des activités. Quand une entreprise vétérinaire ne peut malheureusement pas proposer assez d'activités de rural à un jeune vétérinaire, ça va être problématique pour ce jeune vétérinaire qui veut faire vraiment de la rurale. Donc ça, c'est vraiment un sujet et on se rend compte que c'est un des sujets majeurs. L'activité canine aussi, je reviendrai sur ce point-là. L'activité canine au sein des entreprises vétérinaires exerce un point majeur sur l'attractivité. Et enfin, un point sur les éléments humains et organisationnels. Donc, quel est ce cycle vicieux de la marginalisation de l'activité rurale au sein d'entreprises mixtes? Donc, tout d'abord, en fait, on arrive avec un problème. On manque de vétérinaires, donc on manque de temps pour exercer la rurale. Donc, quand on manque de temps, parce qu'on manque de vétérinaires notamment, qu'est-ce qui va se passer? On va se recentrer sur les activités indispensables. Les activités indispensables, ça va être les urgences et notamment les prophylaxies ou les visites sanitaires. En plus de ce manque de temps, parce qu'on manque de vétérinaires, on a une concurrence de l'activité canine. L'activité canine qui est en forte croissance dans les entreprises, donc qui nécessite du temps. Il faut des vétérinaires aussi pour faire de la canine. Ce manque de temps plus cette concurrence vont encore plus donc, entraîner un recentrage sur les activités indispensables. Ce recentrage sur les activités indispensables, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer un sous-investissement technique et stratégique. Donc, ça veut dire quoi? Si on ne fait plus que les activités indispensables, on ne va pas investir en formation, on va pas chercher à développer une offre. Et stratégiquement, ça ne va pas être le fer de lance de notre entreprise. On ne va pas se dire, on cherche à redévelopper la rurale. Pourquoi? Justement parce qu'on manque de temps et qu'on s'est recentré sur ces activités indispensables. Tout ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une perte d'attractivité très forte des entreprises vétérinaires pour les jeunes vétérinaires.
Donc, on a cette perte d'attractivité, donc de plus en plus de difficultés à recruter. Un point qui est très important et sur lequel on va revenir aussi juste après, c'est que ce sous-investissement technique et stratégique et ce recentrage sur les activités indispensables implique secondairement, on va bien revenir dessus, mais secondairement, une perte de profitabilité. Ensuite, cette perte d'attractivité, elle, qu'est-ce qu'elle va causer? Elle va causer nos difficultés de recrutement. Et puisqu'on a des difficultés de recrutement, on va manquer de temps. Et puisqu'on manque de temps, qu'est-ce qui va se passer? On va se recentrer sur les activités indispensables. Je ne vous la refais pas. On est vraiment dans le cadre d'un cycle vicieux. Et cette perte de profitabilité-là aussi, qu'est-ce qu'elle va impliquer? Elle va impliquer aussi un manque de temps. Pourquoi? On a une activité qui est moins profitable, donc on va moins se concentrer sur cette activité-là. Donc on va moins y consacrer du temps, donc, etc., etc. Et donc globalement, là, on a un cycle vicieux, mais pour l'instant, l'activité de rural, elle est toujours présente dans notre entreprise. Vous vous souvenez, on s'est recentré sur nos activités indispensables. Mais ce qu'on remarque vraiment, et ce qui ressort beaucoup des résultats de l'AMI, c'est qu'en fait, il suffit de pas grand-chose pour faire basculer. C'est pas ce manque de temps et ces difficultés de recrutement, ni la perte de profitabilité qui vont causer l'arrêt de l'activité de rural, mais ça va être un élément, un grain de sable, un élément déclencheur. Par exemple, un congé maternité, par exemple, un arrêt maladie, quelqu'un qui se fait mal, ou un départ non anticipé. Et là, on va avoir ce grain de sable qui va faire dire stop à l'ensemble de l'équipe, on arrête l'activité rurale. Et là, c'est la rupture. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a arrêté l'activité rurale au sein d'une entreprise, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué de recommencer une activité rurale. Et ça, c'est vraiment un point qui est très fort. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut agir avant que ça arrive, avant ce grain de sable. L'activité de canine. Donc, au sein d'une entreprise vétérinaire mixte, l'activité de canine, elle présente une vraie synergie avec la rurale. Notamment parce que les deux activités, elles contribuent à la pérennité de l'entreprise. Et surtout, le fait d'avoir des entreprises mixtes permet d'avoir un maillage territorial plus resserré que si on avait des entreprises spécialisées en production animale. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. En revanche, on note un antagonisme marqué entre l'activité canine et l'activité rurale en dehors des heures d'ouverture de la clinique, donc, dans tout ce qui concerne la continuité de soins. Parce que d'un côté, on a une nécessité d'avoir une capacité d'intervention rapide dans les élevages, quand on est de garde, mais cette activité de canine-là, elle implique aussi une continuité de soins à la clinique et la capacité à être présent à la clinique pour recevoir les propriétaires d'animaux de compagnie et leurs animaux de compagnie qui sont malades. Et là, on voit vraiment un antagonisme très très marqué. Et notamment, c'est très très bien expliqué dans le rapport de la Sarthe. On en reparlera dans la partie plan d'action. Mais en fait, ils expliquent bien que tous les vétérinaires interrogés, pour eux, c'est plus les gardes de canines qui créent une lourdeur que les gardes de rural pur. Et donc là, on a vraiment ce sujet de l'activité canine. Enfin, il est important de noter que les éléments humains et organisationnels ont un impact sur la décision d'arrêter l'activité de rural beaucoup plus important que les éléments économiques. Même si une idée reçue place la profitabilité de la rurale bien au-dessous de celle de la canine. Aucun élément dans l'ensemble des rapports n'est venu corroborer cette assertion-là. On note vraiment que dans des entreprises qui sont normalement structurées, donc des entreprises de taille dont on parlait tout à l'heure, avec vraiment une belle activité de rurale, on n'a pas ce point-là en fait. La profitabilité de la rurale n'est pas inférieure à la profitabilité de la canine. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais on note quand même, et on l'a dit tout à l'heure, que quand l'activité de rurale se marginalise, là, on finit par avoir une baisse de la profitabilité. Mais en fait, cette baisse de profitabilité, elle est secondaire. On a une baisse de profitabilité parce que l'activité rurale a diminué. Pourquoi? Pour ces raisons-là, les éléments humains et organisationnels. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important à garder à l'esprit. Si on regarde donc maintenant les typologies de territoires, si on essaie de classer un petit peu plus les territoires
grand chapitre. Vous allez voir qu'en réalité, on a réussi à faire 2 chapitres. Et ensuite, on a des cas particuliers. Tout d'abord, on a plusieurs territoires qui sont dans des situations qu'on a appelées subcliniques. Alors, quels sont ces territoires-là? Donc, on a le sud de la Vienne, le nord du Cher, Lyon et la Nièvre, l'ouest de la Haute-Loire, le bassin d'Aurillac. Dans ces territoires-là, on a des tensions qui sont peu perceptibles par les éleveurs, mais des tensions qui sont claires dans les entreprises vétérinaires. C'est pour ça qu'on parle de situation subclinique. Au sein des entreprises vétérinaires, on sait qu'il y a un problème, on sait qu'il y a des tensions, on sait qu'il va falloir réagir. En revanche, les éleveurs, eux, aujourd'hui, ils ne perçoivent pas totalement ces difficultés et ces tensions-là. Par ailleurs, ces territoires sont confrontés aux problèmes classiques de la ruralité, dont on a parlé tout à l'heure. Et dans l'ensemble de ces territoires, on a un pronostic qui est sombre à horizon 5 ans. Donc ça, c'est pour les situations subcliniques. Ensuite, on a des situations qu'on a appelées de crise ouverte. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais en réalité, quand on lit les rapports, c'est pas si fort que ça comme mot. C'est vraiment ce qui est vécu au sein des territoires. Donc là, ça concerne le sud de l'Ardèche, l'Aude et la Dordogne. Peut-être dans une moindre mesure la Dordogne, mais c'est quand même assez important en Dordogne aussi. Là, on a une situation qui est très dégradée. On a de réels problèmes à assurer les visites sanitaires, voire les prophylaxies. Et donc là, on a vraiment ces situations de crise ouverte. Ensuite, on a des situations plus spécifiques. L'Île-de-France, c'est pas étonnant que ce soit un petit peu plus spécifique. Donc, en Île-de-France, quelle est la problématique? En réalité, on a beaucoup de détenteurs non professionnels d'animaux de ferme. Et ça, c'est vraiment une problématique très très forte en Île-de-France. Parce que le problème, en fait, pour ces détenteurs non professionnels, c'est d'arriver à repérer les praticiens compétents et intéressés par ces espèces au sein d'un très grand nombre de praticiens, au sein d'un très grand nombre de vétérinaires. La bonne nouvelle quand même, c'est de se dire que ces praticiens compétents et intéressés par ces espèces, ils existent. Mais la vraie question, c'est moi, détenteur non professionnel d'animal de ferme, comment je fais pour le repérer et pour trouver le vétérinaire qui va pouvoir soigner mon animal. Ensuite, on a une situation plus spécifique aussi dans la Sarthe. Dans la Sarthe, on a un déclin rapide de l'élevage de bovins. On a un réseau routier dense et efficace avec une grande ville, Le Mans, en position centrale. Et donc ça va permettre d'envisager des possibilités de solutions spécifiques d'organisation de la continuité de soins. Et je ne vous en dis pas plus tout de suite, parce qu'on en parlera cet après-midi dans le plan d'action. Encore une fois, un territoire aussi très intéressant. Et enfin, l'arrondissement de Thionville, qui est une situation très spécifique aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, dans l'arrondissement de Thionville, on note un recul de l'élevage dans une zone de forte densité de population et une zone frontalière du Luxembourg. On a des élevages d'assez grande taille, mais des élevages qui sont éloignés les uns des autres. Et donc, le souci, c'est d'arriver à mettre à disposition, que les vétérinaires arrivent à mettre à disposition une offre de services de qualité à ces grands élevages, des élevages très intéressants, mais qui sont distants les uns des autres. Pour conclure, je suis pas en retard. Pour conclure, il y a un point qui est très important, et ce qu'on a vu vaguement dans le diagnostic, peut-être en différents morceaux, donc c'est important de bien le poser, c'est de garder à l'esprit que lorsque le problème arrive à la connaissance des éleveurs, c'est déjà trop tard. En fait, on va passer par plusieurs phases quand on a des problèmes de dégradation du maillage. D'abord, on va avoir une phase perceptible uniquement au sein de chaque entreprise vétérinaire. Ensuite, on va avoir une phase perceptible au sein de la profession vétérinaire. Et en dernier lieu, on va avoir une phase perceptible par les éleveurs et par les DDPP. Et quand on arrive vraiment à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a passé cette première phase-là, cette deuxième phase-là, et qu'on est arrivé là. Et donc là, on est vraiment dans une situation qui est très complexe. Donc un des grands enjeux, ça va être de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour ne pas en arriver là, mais pour le plus tôt possible, arriver à détecter ces situations-là. Donc là, vraiment pour conclure, 2 éléments majeurs du diagnostic qui sont vraiment très importants à retenir.
J'ai déjà beaucoup insisté dessus, mais d'abord, c'est le poids de l'attractivité des entreprises vétérinaires pour le recrutement et la rétention de jeunes vétérinaires. Jeunes ou moins jeunes vétérinaires d'ailleurs, c'est pas forcément le sujet qu'ils soient jeunes. Mais c'est vraiment quelque chose de très très important. Pour recruter, il faut avoir des entreprises vétérinaires attractives. Si vous avez une zone, si on a une zone rurale avec tout ce dont on parlait, des logements, une offre de logement au top, de l'emploi pour le conjoint, toutes les commodités absolument parfaites en termes d'éducation, de culture, etc., mais qu'on n'a pas des entreprises vétérinaires attractives, ça ne va pas attirer des jeunes vétérinaires qui veulent faire de la rurale. Et enfin, en termes d'arrêt de la rurale, un des points très importants, c'est de garder à l'esprit que ce sont d'abord des facteurs humains et organisationnels avant des facteurs économiques qui entraînent les entreprises à arrêter la rurale. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Lucille.